Les terres de la chaussée nouvellement portée ne doivent point être battues comme le prétendent quelques-uns. 2 à 3 mois de temps, quelques pluies et les passants les assurent mieux que si on les battait avec les dames et les demoiselles pendant plusieurs jours, ce qui est une dépense inutile à l'entrepreneur. C'est l'aube du XVIIIe siècle. La chaussée, un simple hérisson de pierre rangé debout. On remplit les vides avec des morceaux de cailloux, mais il faut aider la nature. Le temps, les pluies, les passants ne suffisent pas. Avec le XIXe siècle apparaît le premier cylindre à traction animale, dont 100 ans plus tard, André Chanson dira avec lyrisme « Il passait, écrasait la vague, et derrière lui, la route aplanie et lisse semblait devenue immobile pour toujours. De moment en moment, l'énorme machine s'arrêtait. Autour d'elle, la sueur des chevaux se déchirait en nuages dans le tourbillonnement des mouches et des thons. » Puis c'est la révolution industrielle. Le machinisme progresse à pas de géant, et avec lui apparaissent les premiers cylindres à vapeur. L'heure de la retraite des cylindres à chevaux n'a pas sonné pour autant. En 1881, un certain monsieur Tanner, ingénieur des ponts et chaussées de son état, se demandera même sérieusement si le cylindre à vapeur n'est pas amené à disparaître. 1900, les premiers âges de l'automobile. Beaucoup de bruit, des nuages de poussière. La principale amélioration consistera à répandre du goudron pour l'éviter. La vapeur a alors conquis droit de cité. Cependant, le cilindrage n'a toujours pour but que d'assurer la mise en place des chaussées dont la structure reste la même. Mais l'idée même du compactage, au sens contemporain du terme, n'est introduite qu'en 1930. Les ingénieurs découvrent alors l'intérêt qu'il y a de réduire au minimum les vides dans un matériau granulaire. Lorsque l'indice des vides est élevé, c'est-à-dire pour un matériau non compacté, la portance est faible. Une charge roulante poinçonne et déforme le matériau. La traficabilité est médiocre, voire nulle. Au contraire, sur un matériau bien compacté, les déformations sont faibles et la traficabilité est bonne. Compacter, c'est aussi augmenter les résistances mécaniques, en compression et en traction. Les résistances dépendent fortement de la compacité du matériau. L'autre intérêt du compactage est d'augmenter l'imperméabilité. Il faut en effet réduire au maximum dans le matériau les circulations d'eau qui entraînent des désordres. En laboratoire, on détermine par des essais normalisés la compacité qu'il est souhaitable d'obtenir sur le chantier. Pour les matériaux enrobés avec du bitume, l'essai d'Uriez consiste à appliquer une pression constante pendant 5 minutes sur des éprouvettes de matériaux foisonnés. Les éprouvettes sont ensuite écrasées, certaines après conservation dans l'eau pendant une semaine. Pour les matériaux traités au liant hydraulique, ciment, laitier de haut fourneau, ou non traités, c'est l'essai classique Proctor. Le compactage, normalisé, se fait par damage. Récemment, la presse à cisaillement giratoire a été mise au point par les laboratoires des ponts et chaussées pour étudier la compactabilité des matériaux. Pour les travaux réalisés pour le compte de l'État, des documents officiels, cahiers des prescriptions communes, directives, recommandations et guides, définissent les règles de l'art et les modalités qui devront être respectées sur chantier.
Par exemple, la température de mise en œuvre pour les matériaux traités au bitume. Sur chantier, il faut donc mesurer les densités obtenues pour les comparer à la densité de référence, Duriez ou Proctor. La première méthode consiste à prélever un échantillon de matériaux par carottage. On en mesure le volume et on le pèse. Au lieu de mesurer le volume, on peut aussi effectuer une pesée de l'échantillon immergé dans l'eau. Les mesures de densité sont facilitées par l'emploi des radioisotopes. Une source de césium émet un rayonnement qui est absorbé par le matériau, d'autant plus que la densité est élevée. Des capteurs, à la surface, comptent le rayonnement résiduel. On en déduit la densité. Afin de permettre une mesure plus souple de la densité, une autre méthode consiste, la source étant placée à la surface, à recueillir le rayonnement diffusé par le matériau. Le petit sabot mobile fournit un enregistrement en continu de la masse volumique du matériau. Mais la densité n'est pas homogène sur toute l'épaisseur compactée. Elle est plus faible en fond de couche qu'en haut de couche. Il est donc important de mesurer ces différentes densités. Pour cela, on ausculte un échantillon, extrait de la couche, à l'aide d'un mince faisceau de rayons gamma. On obtient ainsi la densité d'une rondelle de l'échantillon correspondant à une profondeur déterminée. Pour les matériaux ne faisant pas ou pas encore prise, on plonge dans la couche compactée, face à face, la source radioactive et le compteur. On mesure ainsi, de la même façon que précédemment, la densité gamma aux différentes profondeurs. Il peut y avoir un écart important entre la densité en fond de couche et la densité moyenne. Or, c'est en fond de couche que s'exercent les efforts principaux. Sur chantier, le problème est donc de choisir des engins donnant une bonne densité en fond de couche. Pour choisir ces matériels, les laboratoires des ponts et chaussées ont recours à des essais, soit sur chantier, soit en fosse, pour définir les performances de chaque type d'engin. Ces essais ont lieu pour les différents cas de chantier, c'est-à-dire pour différents cas d'épaisseur, de portance de la couche support, de l'angularité du matériau ou plus généralement de sa compactabilité. On observe l'évolution de la densité en fonction du nombre de passes de l'engin, dont on surveille les paramètres de fonctionnement. Dans le cas du compactage par vibration, la fréquence et l'amplitude du mouvement sont contrôlées. Les mesures concernent d'une part la densité moyenne, d'autre part la densité en fond de couche.
Le débit d'un engin est alors calculé en multipliant le volume horaire compacté par la densité gamma obtenue après n passes. Compte tenu du trafic très lourd en France, les prescriptions en densité sont très sévères. Aussi, le choix des engins adaptés au cas de compactage n'est pas facile. D'autant moins facile que les engins présents sur le marché offrent une grande diversité. Pour les couches de chaussée, on trouve essentiellement des compacteurs appelés cylindres statiques, des compacteurs à pneumatiques et des rouleaux vibrants. Pour les compacteurs à pneus, c'est la charge par roue qui est le paramètre principal. La charge doit être uniforme et constante sur toutes les roues. Cette qualité d'isostatisme est obtenue au moyen de vérins ou de balanciers. La pression des pneus, qui peut atteindre une dizaine de bars, est l'autre paramètre important. Les cylindres lisses ne sont utilisés que sur les couches de surface, c'est-à-dire en épaisseur inférieure à 10 cm. La construction d'un compacteur nécessite des moyens importants. La partie fonctionnelle, que l'on appelle la bille, c'est-à-dire le rouleau à proprement parler, demande une attention particulière. La plupart des organes importants d'un compacteur vibrant ne sont pas visibles extérieurement. C'est le cas de l'arbre excentré qui provoque la vibration. Le balourd entraînant la bille est défini par la masse M et l'excentricité E. Le balourd peut être variable au moyen par exemple de 2 maslottes dont le déphasage peut être réglé. On peut aller jusqu'à annuler le balourd en plaçant les 2 maslottes en opposition de phase. Il faut isoler le châssis des vibrations de la bille au moyen de plots en caoutchouc. Ces plots sont testés pour en définir les caractéristiques d'élasticité et d'amortissement et pour déterminer leur durée de vie. Un compacteur vibrant comprend donc un châssis reposant sur la bille vibrante par l'intermédiaire de plots élastiques. La complexité du compactage, et notamment celle du choix des engins, ont conduit les laboratoires des ponts et chaussées à investir des moyens importants dans la recherche. Le rouleau expérimental Vibrex pour le compactage par vibration permet de simuler en fosse les compacteurs existants. Des capteurs de pression et des accéléromètres sont placés dans le sol à différentes profondeurs. Des jauges de contrainte sont fixées sur la bille et d'autres appareils de mesure de la vibration sur le rouleau. Toutes les informations obtenues sont recueillies automatiquement pendant les essais par l'intermédiaire d'un véritable cordon ombilical. Ces informations vont servir à interpréter les résultats en densité obtenus aux différents niveaux de la couche. Les jauges de contrainte, par exemple, fournissent la force totale appliquée sur le matériau par le compacteur. Cette force est à rapprocher des différentes pressions induites dans le matériau. Les signaux d'accélération de la vibration permettent d'étudier pour le compacteur l'isolation du châssis et pour le matériau l'amortissement du sol. L'enregistrement des données numériques permet ensuite un dépouillement automatique, comme par exemple l'établissement de corrélations entre différentes grandeurs. Pour le compactage au pneumatique, la table de compactage permet l'étude de l'influence des divers paramètres.
Afin d'assurer les meilleures conditions de reproductibilité, le matériau est composé sur place. Le répandage est assuré au finisseur. Le dispositif expérimental permet de reproduire les conditions réelles de charge par roue, de pression des pneus et de plan de balayage. On observe, entre autres, l'évolution du profil en travers et le tassement au cours du compactage. Sur chantier, après s'être assuré du choix des engins adéquats, il faut veiller au respect des consignes de fonctionnement. Un appareil fournit sur un seul cadran les indications utiles, vitesse d'avancement notamment, et fréquence pour les rouleaux vibrants. L'enregistrement de ces modalités se fait simultanément sur un disque en carton. Toute une journée de travail est ainsi récapitulée. Vitesse, temps de travail, fréquence et pression des pneus. Si les consignes ont été continuellement respectées, on est assuré d'une bonne qualité du compactage avant même de venir mesurer les densités. Dans la pratique, le compactage se résume en 5 étapes fondamentales. Définir d'abord le cas de chantier, épaisseur, portance de la couche support, nature du matériau. Choisir ensuite les engins les mieux adaptés en fonction de leur efficacité. Troisièmement, définir les modalités de fonctionnement, en particulier le nombre de passes. Puis utiliser le nombre d'engins nécessaires compte tenu des débits calculés. Enfin, surveiller pendant le chantier le respect des modalités de compactage. Il n'a pas été question d'exposer ici les résultats de la recherche, et encore moins des recettes, pas même des conseils d'utilisation. On les trouvera dans des ouvrages spécialisés. Il nous a paru plus intéressant de montrer que, grâce à la recherche et au progrès des constructeurs, l'objectif aujourd'hui prioritaire n'est plus seulement d'obtenir un niveau de densité estimé suffisant, mais de rechercher l'optimum technico-économique. Celui-ci passe par 3 étapes essentielles: choisir les compacteurs, calculer leur nombre en fonction de leur débit, surveiller leur modalité de fonctionnement. Le compactage joue alors pleinement son rôle.